Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'ESP32 caméra. Beaucoup de choses à dire et beaucoup de fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vais me limiter aux deux premiers points, donc principalement le matériel, avec en détail comment fonctionne un capteur d'image. Allez, on commence avec le matériel. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut partir avec un gros budget. Moi, j'ai dû revendre ma montre pour pouvoir m'en acheter un. Bon, sauf que ma montre, c'est plutôt celle-ci. Mais pas de problème, et oui, vous ne rêvez pas, à moins de 1 €, un kit complet avec plusieurs caméras et antennes. Attention cependant, sur ce kit ici, il manque une pièce indispensable, j'en parlerai tout à l'heure. Et attention, il existe plusieurs types de kits. D'ailleurs, sur le site de Espressif, il n'existe pas de ESP32 Cam, mais il existe des ESP32 AI. Aïe, 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 aïe. Et même juste avec le CAM, il existe plusieurs types de kits. On peut les différencier avec l'indication au dos sur le boîtier métal. Ici, c'est AI Thinker, ce qui semble être, d'après mes recherches, le concepteur initial. Mais sur leur site, aucune référence. Bizarre, bizarre. Et pour rajouter de la confusion, il existe aussi de nombreuses variantes. Et en cherchant juste avec ESP32 Cam, on s'y perd aussi. Bon, vu le prix, je conseille d'en acheter plusieurs, chez plusieurs revendeurs différents. Et attention, sur certains que j'ai achetés, les bibliothèques ne sont pas compatibles ou ne prennent pas en charge tous les types de caméras. J'aurais donc tendance à conseiller le iThinker. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais parler programmation. Alors, si on regarde la bête de plus près, on voit un module ESP32S. C'est d'ailleurs cette appellation que l'on retrouve sur toutes les variantes, quel que soit le vendeur. On voit également une appellation SOC. Si on se renseigne, on voit que le module ESP32S s'est vendu par iThinker et que c'est un équivalent du WRoom32 dont j'avais parlé dans la première vidéo, souvenez-vous, vroom vroom vroom. Donc à l'intérieur, on va trouver un microcontrôleur D0WD ainsi que de la mémoire flash pour implanter le programme. Et petit détail très important, l'antenne intégrée ou possibilité d'en brancher une externe pour plus de portée. On continue avec à l'extérieur du module ESP32 où on voit un régulateur de tension, un bouton pour faire un reset manuel et aussi de la mémoire PSRAM. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, petite parenthèse techno. Une mémoire RAM, ça peut être statique, selon le principe d'une bascule électronique. C'est très rapide, mais chaque élément prend pas mal de place. L'autre techno, c'est la RAM dynamique. L'élément de base, c'est un condensateur. Chargé, c'est 1 logique. Déchargé, c'est 0. C'est très simple, donc forte densité de bits dans une puce. Mais le condensateur, il a tendance à se décharger, notamment quand on lit le bit. Il faut donc rajouter des circuits qui rafraîchissent les données. Et ça fait perdre du temps. Et la PSRAM, eh bien, c'est une DRAM qui intègre directement les circuits de rafraîchissement dans la puce. Et voilà, elle est là, cette fameuse RAM. Attention à vérifier, tous les kits n'en ont pas forcément. Ce qui peut être gênant car elle est indispensable si on veut faire de la reconnaissance faciale, traitement d'image oblige. Allez, on regarde de l'autre côté. On voit le connecteur miniature pour la caméra. On voit également un lecteur de carte SD spécialement dédié pour enregistrer des images. Donc pas indispensable de mettre une carte SD pour se servir de la caméra. Et enfin, une LED de puissance pour éclairer si besoin ou flasher pour prendre une photo dans le noir.
Mais dans tout ça, on remarquera qu'il n'y a nulle part de connecteur USB. Et ça craint. Il faudra acheter un truc en plus pour se connecter à l'ordinateur. Petit coup d'œil sur le schéma. L'alimentation, c'est en 5 volts DC, ensuite converti en 3,3 volts. Une petite LED rouge pilotable par le SP32. Une autre LED différente de la rouge, la blanche, flash, qui elle aussi est commandée par le SP32. Attention les yeux, celle-là, elle est super puissante. Ne pas la regarder en direct sans lunettes de protection. Et enfin, un montage avec deux résistances de 0 ohm, donc équivalent à un fil. En réalité, une seule résistance est soudée. Ça permet de faire ressortir au choix le 3 ou le 5 volts sur la pin numéro 4. On continue avec la commande d'alimentation de la caméra, dont l'ordre vient de l'ESP32. Le premier convertisseur pour fournir le 2,8 volts des circuits d'entrée-sortie de la caméra, et un second, toujours pour la caméra, qui va fournir le 1,2 volts du cœur, donc pour le traitement des images. Et bien sûr, le connecteur de la caméra qui permet la communication avec le ESP32. ESP32, qui je le rappelle, est à l'intérieur du module métallisé ESP32S. Le reset automatique à la mise sous tension avec le circuit RC ou manuellement si on appuie sur le bouton. Important, la broche GPIO 0, par défaut à l'état haut, ce qui permet d'exécuter le programme. Si on veut télécharger un nouveau programme, il faut placer cette broche à 0. Et en même temps, bien sûr, envoyer le programme par la liaison série UART 0. Et ensuite, il faudra remettre GPIO 0 au plus VCC, c'est-à-dire déconnecter. On voit également la mémoire PS-RAM externe, liaison série quadruple SPI avec le SP32, et enfin le lecteur de carte SD. Mais attention, une pin est commune avec la commande de la LED d'éclairage, donc effet secondaire possible. Et pour terminer, les deux rangées de connexions externes, donc tout ce qui nous est accessible. Je vais détailler tout ça. À gauche, on trouve les deux broches pour l'alimentation principale, le 5 volts DC, et au-dessous, 6 broches utilisables éventuellement en GPIO. Pourquoi éventuellement? Parce qu'elles servent aussi pour le lecteur de carte SD. Et sans compter que GPIO 4 est aussi câblé à la LED flash, donc prudence. À droite maintenant, une autre pin GPIO, ou au choix RX2. Mais attention, là aussi, cette broche est aussi câblée ailleurs sur la PS-RAM. Donc si on utilise cette mémoire, on ne peut pas se servir de cette broche pour faire autre chose. Au-dessous, deux broches pour la liaison série, donc le RX et le TX de l'UART 0. Attention, on est ici au niveau signal logique, donc différent des niveaux de tension du RS232. Et quant au protocole, c'est complètement différent du protocole USB, qui, pour information, adopte un codage NRZI. Donc, pour raccorder l'ESP32 CAM à un ordinateur, il faudra un circuit d'interface. Par exemple, avec ce circuit, pas très cher, mais c'est quand même 10 fois le prix de l'ESP32. Consolation, les câbles sont inclus. Enfin, ceux du RX et TX, pas celui de l'USB. Mais le prix élevé, c'est parce que c'est un circuit multifonction. Cette carte fait aussi du 485, intéressant pour d'autres projets. Sinon, plus basique, le Arduino. On nous dit qu'il est bien et que l'on peut choisir une tension de 3 ou 5 volts. Indication ambiguë parce que l'USB, c'est toujours 5 volts. En fait, ce sont les signaux RX et TX que l'on peut choisir en 3 ou 5 volts. En fait, il n'y a pas de convertisseur DC-DC sur la carte. Et c'est la puce principale qui intègre un régulateur abaisseur.
Donc pour nous, comme le 3,3 volts, c'est la tension normale de l'ESP32, mais qu'il accepte aussi les 5 volts, on s'en fout un peu du commutateur. Sinon, on nous dit aussi que c'est un kit de conversion FTDI. Alors, rien de scientifique dans ce nom, c'est juste la marque de la puce, à savoir une FT232R. Une vraie bête de course. On y voit le fameux régulateur interne de 3,3 volts, mais ce n'est pas ça le plus important. On trouve tous les éléments pour recevoir et envoyer des trames USB d'un côté, et de l'autre, tout pour recevoir et envoyer les données de ces trames, mais au format UART. Et ce n'est pas tout. En fait, la puce, elle ne fait pas que UART. Et c'est pour ça que sur le kit, on trouve des broches pour paramétrer la puce par liaison SPI. Mais bon, on peut bien sûr acheter le kit avec la puce déjà programmée. Et en plus, les paramètres UART s'adaptent automatiquement comme par magie. Et en Asie, on trouve ça pour pas cher. Bon, allez, petit test. Je commence par câbler sur le SP32 les deux fils RX et TX. Pareil sur l'interface, RX et TX aussi, avec des petits fils femelle-femelle. Et en dernier, le câble USB sur l'ordinateur. Attention, quand deux équipements veulent communiquer ensemble, le TX de l'un doit être relié au RX de l'autre, et inversement pour une communication dans les deux sens. Et autre point à signaler, avec le SP32CAM, la pin GPIO 0 doit être placée à GND pour autoriser le transfert de programme. On résume, le câblage c'est RX et TX avec inversion pour faire du bouche à oreille. Un petit pont pour placer GPIO 0 à la masse ou pas, et les deux fils pour alimenter le SP32. Et enfin, il faut savoir sur quel port USB on doit communiquer. Eh bien, notre ami, ça va être le gestionnaire de périphériques de Windows. Allez, démo. Pour l'instant, aucun dossier Portcom dans le gestionnaire de périphériques. Je vais brancher mon câble USB et là, on va voir apparaître un nouveau dossier dans lequel on retrouve le numéro du Portcom de ce qui vient d'être branché. Et bien sûr, ce dossier disparaît si je déconnecte le câble USB. Ok, ensuite on est prêt pour télécharger un programme. Je vais faire simple avec l'IDE Arduino. On verra le détail du programme après. Là, je montre juste le téléchargement. Attention, si le pont sur IO0 a été oublié, vous aurez ce message d'erreur. Et sinon, tout va bien. Allez, démo. La compilation se termine, on le voit sur la barre verte à droite. Voilà, c'est fini, ça se connecte, connexion, et ensuite transfert. Alors ça va durer un certain temps, je vais mettre ma montre pour chronométrer là, parce que ça va durer longtemps. On voit sur le convertisseur USB que ça clignote, RX-TX. Normal, hein, ça communique. Je rajoute le moniteur série pour voir ce qui va se passer une fois que le programme sera chargé. Voilà, c'est terminé. Et reset automatique via la pin RTS. Il ne s'est rien passé. J'appuie manuellement sur le bouton reset. On voit qu'il est en attente de chargement. Si j'appuie encore une autre fois, ça ne marche pas non plus. J'enlève le pont sur l'entrée I0 et là, eh bien, tout se passe bien. Le serveur web s'active, c'est prêt à fonctionner. Petite remarque, on peut trouver le téléchargement long. Pourtant, la vitesse est très rapide. Elle a même été changée automatiquement pour le transfert. Et comme par magie, la vitesse est repassée à 115 200 après pour le moniteur série. Trop fort. Autre remarque négative cette fois, c'est ce pont à faire sur IO.0. C'est pas super pratique, voire même un peu relou. Eh bien, il existe une autre solution.
c'est d'acheter un ESP32 CAM avec un module CAM MB. MB, comme MB. Peut-être Monica Bellucci, on ne sait pas. En tout cas, vu de près, c'est une carte aux mêmes dimensions que le SP32 et avec des connecteurs directement compatibles. Pour raccorder les deux ensemble, c'est un jeu d'enfant. Vu d'encore plus près, le connecteur USB pour brancher l'ordinateur, une LED rouge pour dire que c'est alimenté, un bouton IO0 pour réaliser le pontage à la masse et choisir le mode chargement. Mais en réalité, ce bouton, il est inutile, ça fonctionne automatiquement sans rien toucher, comme par magie. Un autre bouton pour le reset général, interface USB plus ESP32. Ensuite, des capacités de découplage avec un régulateur de tension 3,3 volts pour alimenter la puce principale qui, sans surprise, est un convertisseur USB vers UART. Au niveau du schéma, pas de surprise, le plus 5 volts est pris sur le connecteur USB, il alimente la LED rouge, il est aussi renvoyé sur le SP32, il alimente aussi le régulateur qui va fournir le 3,3 volts pour alimenter la puce principale, le bouton reset de la puce et aussi en même temps reset de l'ESP32. Ensuite, le bouton pour mettre en mode chargement du programme. Et petite subtilité, la sortie DTR de la puce qui elle aussi est raccordée au IO.0 de l'ESP. Sûrement ça le truc magique pour éviter d'appuyer manuellement sur le bouton. Et sinon, le plus important, la paire différentielle des plus des moins pour transmettre les données sur l'USB. Données converties en UART, donc avec une réception et une transmission sur le SP32. Allez, petite démo. La compilation se termine, la barre verte à droite. Voilà, le transfert commence. Je mets la montre pour chronométrer et qu'est-ce qui se passe? On voit rien. On voit rien. On voit sur Arduino que le transfert se déroule, mais sur le SP32, rien ne clignote. Il n'y a pas de LED RX et TX comme sur les autres modules. Donc là, on est un peu aveugle, on ne sait pas trop ce qui se passe, si ce n'est de faire confiance au moniteur série d'Arduino. C'est pour ça que j'ai rajouté une LED dans le programme, voilà, qui va s'allumer dès que l'on a terminé le chargement. Donc là, ça nous montrera au moins qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, on voit absolument rien. Sinon, autre façon de faire, c'est de mettre un moniteur série et de voir les messages renvoyés. Donc là, je fais un reset et bien, on voit que la carte a bien répondu, le programme a bien été transféré, tout va bien. Allez, toujours au niveau du matériel, je vais détailler le fonctionnement de la caméra. Alors tout d'abord, le connecteur miniature pour brancher la caméra. En pratique, il faut en premier soulever le petit levier noir, ensuite insérer le connecteur souple de la caméra et bien vérifier l'alignement avant de repousser le levier noir. Pour cette opération, les gants ou les moufles sont déconseillés. Donc Bones, là, il faut que tu t'équipes mieux, s'il te plaît. Regarde par exemple, avec des petites pinces et une loupe, c'est parfait. Pince que l'on appelle Bruxelles, en référence à la ville. Avec le temps, le X s'est transformé en C, mais ça vient bien de là-bas. Ces pinces étaient utilisées au départ dans l'horlogerie ou la manipulation de diamants. Et oui, à Bruxelles, l'argent coule à flot. Regardez l'architecture du Parlement. Ou encore l'atomium. Ah, ils sont forts là-bas. Bon, pour les fontaines, ça part quand même un peu en vrille. Moi, perso, j'irai pas boire à celle-ci. Allez, plus sérieusement, on va utiliser une caméra de type OV2640. C'est celle qui est supportée nativement par notre ESP32 CAM.
Alors, le terme OV2640 n'est pas vraiment approprié pour parler de caméra. On le voit ici, toutes ces caméras sont appelées pareil et pourtant elles sont différentes. En fait, le OV2640 désigne juste le capteur d'image interne. Je rappelle que la constitution simplifiée d'un appareil numérique, c'est d'abord une lentille pour faire converger les rayons lumineux, ensuite un diaphragme qui contrôle l'ouverture et donc la quantité de lumière qui rentre, et l'ensemble diaphragme plus lentille constitue ce que l'on appelle l'objectif de la caméra. Et bien sûr, au fond, le truc plat, c'est le capteur d'image, dans notre cas, le fameux OV2640. Un capteur qui reçoit une image qui dépend de la distance dite focale de l'objectif. Parfois, cette focale est notée sur l'objectif de la caméra. Et la focale, ça permet de définir le champ de vision de l'appareil. Les appareils à courte focale ont un grand angle de vision et un zoom faible. A l'inverse, les appareils à longue focale ont un angle de vision réduit, mais un zoom important. L'exemple extrême, c'est bien sûr le télescope. Bon, pour nos caméras, c'est un poil moins grand. Ceci dit, il existe sur le marché différents modèles avec des angles de champ allant en gros de 60 à 120 degrés. J'ai trouvé sur YouTube un gars qui a comparé les trois modèles chez lui. Sans surprise, plus l'angle est petit, plus on voit grand les choses au loin. Ce qui se vérifie ici aussi avec un autre test. Avec un angle de champ de 60 degrés, tout se passe comme si on faisait un zoom. Allez, on passe à la technologie du capteur en lui-même. Alors tout d'abord, un capteur de vision, ça ressemble à ça. Un truc plat constitué de millions de petits capteurs organisés en matrices qui vont former les pixels de l'image. Il existe deux technologies principales, la CCD et la CMOS. Cette dernière a beaucoup progressé et elle est en train d'inonder le marché actuellement. Les smartphones et les voitures intelligentes y sont sûrement pour beaucoup. Si on revient à notre OV2640, eh bien le OV c'est lié au constructeur, à savoir OmniVision. Et sur leur plaquette, on voit bien les secteurs concernés par les systèmes de vision embarqués. Allez, on va voir leur site internet. Voilà, on y est. Alors, quelles sont les applications visées? Automobile, médicale, mobile, surveillance de la maison, IoT, computing, bon bref, plein de choses. Les produits, eh bien, Image Sensor, c'est nous ça. Et on voit eh bien, une multitude de produits. Alors, quelles sont les références? La résolution en millions de pixels, la taille de chaque pixel, la technologie utilisée, le format de l'image, donc un 5 c'est des inches, donc bon, ça correspond pour nous à 16 neuvième, donc c'est le rapport entre hauteur et largeur. La vitesse, donc ça correspond au nombre d'images par seconde à pleine résolution. Ensuite, le type de technologie, on le verra tout à l'heure, RGB Bayer pour nous, ce qui nous intéresse. Le format numérique de sortie brut, RAW, c'est image brute, et le bus utilisé. Alors, si on cherche le OV26, eh ben, on a beau chercher, on a beau chercher, on a beau chercher, on a beau chercher, il n'y est pas. Tout simplement parce qu'il est trop vieux. Il est trop vieux parce qu'il date de 2015, même pas avant, donc il apparaît plus désormais. En farfouillant sur le net, on peut retrouver la datasheet de 2006. Ouh là là, encore plus vieux que je ne pensais. Si ça se trouve, il y avait encore des dinosaures à l'époque.
Alors, pour notre capteur, on est loin de la taille d'un dinosaure, à peine quelques millimètres. Et la zone active du capteur, elle est encore plus petite, de la taille d'une vraie puce, l'animal. En comparaison, une petite fourmi noire, c'est une géante à côté. Allez, pour vérifier, je vais sacrifier une caméra. En ouvrant l'objectif, eh bien, on voit le capteur au fond et avec une loupe, on distingue la zone active, que l'on voit ici aussi en grossissant l'image. Allez, je retourne à la datasheet. Capteur couleur technologie CMOS de 2 mégapixels. Ok, mais alors ça correspond à quoi tout ça? Alors tout d'abord, la définition d'une image, c'est sa taille exprimée non pas en millimètres, mais en pixels. Donc le 2 mégapixels, avec ici l'appellation UXGA, c'est du 1632 par 1232. Donc ça, c'est la taille de l'image numérique une fois traitée. Et elle correspond à quelque chose près à la définition du capteur, ici donnée à 1600 colonnes par 1200 lignes. J'insiste aussi sur le fait que la taille d'une image, ce n'est pas en millimètres, du fait que les pixels peuvent avoir des tailles quelconques sur un écran ou sur un autre. Exemple ici 30 pixels dans les deux cas, et 30 pixels encore, et avec une taille encore différente. Autre point important, le rapport de forme. Exemple avec le 4/3 utilisé depuis très longtemps. Ou encore le 16/9 avec une forme plus aplatie. Ou encore plus aplatie et même incurvée, ça existe aussi. Alors si on revient aux petites et moyennes définitions, voici une synthèse avec le nom des formats associés. On retrouve bien notre fameux UXGA de 1600 par 1200. C'est donc bien un 2 mégapixels avec un rapport de 4/3. Mais au fait, quelles sont les dimensions de l'image renvoyée par le SP32? Question bête, réponse bête, ça dépend. Et oui, comme il y a le même nombre de pixels sur le capteur et sur l'écran, celui qui va afficher l'image, tout va dépendre d'un autre paramètre appelé résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels que l'on compte par unité de longueur. Elle s'exprime en pixels par pouce, et je rappelle que le pouce, c'est 2,54 cm, aussi appelé inch en anglais. En conclusion, la résolution permet de donner soit les dimensions, soit la précision d'une image. Prenons un exemple, ici une image de 8 par 8 pixels. Si cette image est affichée sur une surface de 1 pouce de large, la résolution sera de 8 pixels par pouce. Si maintenant l'image comporte 4 fois plus de pixels sur chaque côté, la résolution sera meilleure et sera ici de 32 pixels par pouce. Et s'il y a encore plus de pixels sur la même surface, la résolution sera encore meilleure. Ici, on ne distingue même plus les pixels à l'œil nu. Si maintenant on raisonne avec un nombre de pixels fixe, comme c'est le cas avec notre capteur, eh bien si l'image est petite, on a une très bonne résolution. On voit un rond rouge quasi parfait à ce niveau. Par contre, si ce même nombre de pixels est affiché sur une surface plus grande, la précision sera moins bonne et on commence à distinguer les pixels. Et plus on augmente la surface, et plus la résolution diminue, et plus on s'éloigne du cercle sur notre exemple. Autre paramètre essentiel quand on parle de vidéo, c'est le frame rate. En français, le nombre d'images produites ou projetées en une seconde. Et c'est important parce que si on dépasse un certain seuil, l'œil humain perçoit un mouvement fluide. On a souvent considéré ce seuil vers 24 images par seconde, mais cette valeur est vraisemblablement un peu plus importante.
Alors, un des premiers à s'être intéressé au sujet, c'est ce photographe anglais, pionnier du cinéma. En 1878, il a placé une série d'appareils photo le long d'une piste où courait un cheval, ou plus exactement une jument qui s'appelait Sally Gardner. Chaque appareil était équipé d'un déclencheur activé par un fil tendu qui était actionné par le cheval lui-même. C'était en fait pour prouver scientifiquement que les chevaux pouvaient être en suspension pendant le galop, c'est-à-dire sans aucune patte qui touche le sol, comme démontré sur les clichés 2 et 3. Et presque 20 ans après, les frères Lumière, cocorico des Français, qui ont inventé un appareil, le cinématographe. Cinéma, du grec kinéma, le mouvement. Et ça pouvait fonctionner en caméra et aussi en projecteur. Magique. Et tout ça, ce n'est pas sans rappeler le folioscope, l'ancêtre du dessin animé, qui est d'ailleurs toujours à la mode aujourd'hui, avec le nom anglais Flipbook. Bon bref, plus il y a d'images par seconde, plus c'est fluide. Ce qui est indépendant de la résolution de l'image, bien que l'on puisse parfois confondre. Ici, 60 fps, c'est nickel. Et on peut même aller encore plus loin. Voici un gamer sur YouTube qui a fait un essai comparatif. Bon ok, légère différence, mais c'est quand même pas super flagrant. Et surtout que si l'on veut plus d'images, il faut forcément plus de puissance de calcul. Si on travaille avec des systèmes embarqués, les puissances ne sont pas vraiment les mêmes. Ici 15 fps pour la définition normale. Pour avoir 30 fps, il faut diviser par 4 la définition et passer en SVGA. Et pour atteindre les 60, il faut rajouter du CIF. Et hop, petit placement de produit. Mais non. Le CIF, c'est aussi une définition standard d'image pour les applications n'ayant pas besoin de beaucoup de mégapixels. Il existe même des divisions de CIF, comme le quart de CIF, donc division par 2 de la largeur et de la hauteur, donc 4 fois moins de pixels. À l'inverse, le Full HD dit 1080p, avec le P qui ne veut pas dire pixel, mais progressif. C'est une alternative à l'affichage entrelacé. Et Full HD, ça utilise aussi la norme CIF. Le CIF qui utilise un codage des couleurs différent du RGB, avec le C pour chrominance. Mais bon, rien de révolutionnaire, c'est juste une autre façon de calculer. Alors, sur le SP32CAM, on va pouvoir choisir entre différentes tailles, allant de 2 mégapixels jusqu'à moins de 20 000. Mais dans ce cas, avec une meilleure fluidité, donc plus d'images par seconde. Allez, retour à la datasheet. Et on voit que les images peuvent être codées de différentes façons. Et ça, c'est lié au fait que l'on a un capteur couleur. Toujours dans la datasheet, un peu plus loin, il est noté un point important, en l'occurrence que le capteur utilise une matrice de Bayer. C'est un truc qui s'applique à chaque pixel du capteur. Ça a été inventé par cet Américain, Bryce Bayer, à ne pas confondre avec le Bayer allemand, bien sûr. Alors, pour comprendre, il faut étudier la constitution d'un capteur d'image. Tout d'abord, la lumière passe devant un filtre infrarouge et ultraviolet pour enlever ces couleurs que notre œil ne peut pas voir. Et un filtre, c'est tout simple, c'est un verre que l'on traite d'une certaine façon pour empêcher une couleur de passer. Sur l'exemple des infrarouges, si on ne les enlève pas lors d'une prise de vue, le capteur va en tenir compte et le rendu sera complètement différent de ce que l'on voit, nous, avec nos yeux. Ensuite, avec un capteur d'image, on trouve des toutes petites lentilles
qui vont faire converger la lumière vers chaque petit capteur, donc chaque pixel. Même principe que sur les verres correcteurs pour la vue. Dans notre cas, des lentilles à plan convexe, ce qui permet de capter plus de lumière. Et après les lentilles, des filtres de couleurs organisés en matrices. Rappel de collège, un filtre de couleur ne laisse passer que la couleur qui lui correspond. Donc les capteurs sous la matrice de Bayer ne vont voir que la couleur associée au filtre placé au-dessus. Exemple ici, c'est le vert. Et c'est pareil pour les autres pixels. Chacun voit la couleur du filtre associé. Sans ces filtres, les capteurs verraient donc toutes les couleurs sans distinction. Donc, on réaliserait uniquement une mesure de luminosité. Donc, si je prends par exemple cette photo, le capteur sans filtre donnerait une image uniquement avec des nuances de gris. En regardant de près, on voit qu'une matrice de Bayer, c'est constitué d'un motif qui se répète. Et dans ce motif, il y a 2 fois plus de vert que de bleu ou de rouge. Et c'est pour ça que l'on va reproduire le comportement de l'œil humain, qui est beaucoup plus sensible au vert que au bleu ou au rouge. Phénomène répercuté aussi dans le calcul des composantes de l'autre système de codage des couleurs, le YCC, où on le voit, le coefficient est maximal sur le vert. Petite remarque au passage, le RGB avec des primes, c'est lorsque l'on corrige les couleurs en fonction de la luminosité et du contraste. Ok, alors concrètement, si je prends une image quelconque, voici ce qui est récupéré sur chaque pixel de l'image. Représentation ici avec le noir signifiant qu'une couleur est à son maximum et en blanc, rien reçu dans cette couleur. Si je détaille, un motif de Bayer dans cette zone verte de l'image, on voit naturellement que les pixels avec filtre vert reçoivent beaucoup de lumière. Le pixel rouge, lui, pas beaucoup. Et le pixel bleu ne reçoit rien. En prenant la tulipe toute rouge, donc le pixel rouge est très marqué, les pixels verts, rien du tout, et le bleu, rien non plus. Allez, encore une, la jonquille à gauche en jaune, le pixel rouge est à son maximum, et les pixels verts, eux aussi, sont fortement marqués. Rien sur le pixel bleu, normal. En synthèse additive, rouge plus vert, ça donne bien jaune. Allez, une dernière, la zone noire au fond, quasiment tous les pixels à zéro, donc aucune couleur, donc noir. Une autre façon de voir les choses, c'est de colorier chaque pixel avec la couleur de son filtre. Et avec une intensité égale à la luminosité mesurée par le capteur. Petite démo. Si j'ai un pixel rouge, ben, j'ai que du rouge, j'ai pas de vert, 0, 0. Et là, eh bien, je peux éclairer ce pixel, eh bien, soit rouge là, jusqu'à noir si je réduis jusqu'à 0. Donc vous voyez la couleur, elle est au niveau de nouvelle ici. Si c'est vert, un pixel vert, donc 255 au maximum, et si je réduis, ça va donner une variation jusqu'au noir comme ça. Et pareil sur le bleu, si je suis à 255, eh bien, je suis bleu, bien bleu. Et si je réduis, je vais tendre jusqu'au noir. Et c'est donc cette couleur que je vais placer sur chacun des pixels.
Et si on fait l'opération pour tous les pixels, ça donne cette image. C'est ce que l'on appelle le format RAW brut en français. Et on peut s'amuser à regarder cette image en plissant fortement les yeux, comme pour regarder le soleil. Magique, non? Et les plus anciens se souviendront de cette même technique pour essayer de regarder Canal+ sans décodeur dans les années 80. Mais bon, il faut l'avouer, cette technique était foireuse. Par contre, il existait un décodeur pirate, publié mais censuré avant sa sortie dans la revue Radioplan. Et aussi la tentative de publication temporairement réussie dans le Quotidien de Paris, elle aussi censurée, mais cette fois il y a eu des fuites. Et ce schéma était le plus recherché dans la France des années 80 sans Internet, rappelons-le. Et ce circuit imprimé, je suis sûr qu'il a donné goût à l'électronique à de nombreux amateurs. Même la célèbre revue Science et Vie s'était intéressée au sujet. Allez, séquence nostalgie terminée, revenons à notre image de fleur. Après l'application de la matrice de Bayer, on trouve ça. Et si on cherche à convertir l'image brute au format RGB, ça donne ça. Si on regarde de loin, rien de choquant. Mais si on augmente la résolution, on voit que l'image récupérée, elle est bizarre. Et si on zoome, là, plus de doute, on a perdu en qualité. Alors, pour comprendre, regardons la méthode dite de dématrissage. À partir de l'image brute, on va extraire la matrice des rouges, qui représente seulement un quart des pixels de l'image. Ensuite, l'extraction du vert. Cette fois, c'est mieux, on a la moitié des pixels de l'image. Et enfin, la matrice des bleus, là encore, avec seulement un quart des pixels de l'image. Ensuite, il faut pour chaque couleur compléter les cases vides, c'est-à-dire interpoler des valeurs à partir des pixels connus. Et pour ça, il existe différentes techniques. La plus simple, c'est la recopie de couleurs. Pour le rouge, il y a 3 voisins, donc 3 recopies de chacun des pixels connus. Technique simple, mais résolution pas terrible. Autre façon de faire, c'est en moyennant les valeurs de pixels voisins. Soit 2 voisins sur une même ligne, soit 2 voisins sur une même colonne, ou 4 voisins en diagonale. Allez, pour faire une démo un peu plus fun, je vais dessiner une figure inspirée des célèbres tableaux du peintre Piet Mondrian. 50 millions de dollars pour une toile avec des carrés rouges et bleus. Le monde devient fou. Et oui, maintenant, en dessous de 50 millions, tu n'as plus rien. Même pas de quoi t'acheter une montre. Allez, plus sérieusement, je vais me créer une image de 16 pixels de large sur 12 de côté, voilà, et je vais utiliser les 3 couleurs comme pour le peintre, avec du rouge, du bleu, du jaune, un fond blanc et des petites cases noires également. Ces couleurs sont constituées pour le noir de rien du tout, 0, 0, 0. Le rouge, il n'est pas parfait, il a que 202 de rouge et un peu de vert, un peu de bleu à l'intérieur. Le bleu, lui, il est pas très bleu finalement parce qu'on n'est pas à 255 le maximum, mais à la moitié. Mais on a également du rouge à l'intérieur et du vert. Pour le jaune, qui est une constitution combinée de rouge et de vert, on le voit bien, qui sont très dominants, quasiment pas de bleu. Et enfin le blanc, qui lui est constitué des 3 couleurs primaires à leur maximum 255. Donc à cette image, je vais appliquer la matrice de Bayer que voici. Et pour chacun des pixels, donc le rouge de départ, eh bien, je vais lui appliquer le filtre de la couleur correspondante. Donc,
pour ce rouge ici filtré avec du vert, il ne nous reste que la composante verte de ce rouge, c'est-à-dire le 32 que je vais noter à cet emplacement-là, donc 32. Pour le même rouge juste à côté, si on applique un filtre rouge, eh bien on va retrouver les 202, 202 parce qu'on en avait 202. Et si on applique un filtre bleu, eh bien on retrouve bien les 39 à cet emplacement-là. Je fais pareil pour tous, on voit des valeurs particulières, eh bien la zone avec le noir, on voit les zones avec le blanc, 255 sur toutes les composantes. Bref, me voilà avec mon image dite brute que je vais dématricer en 3 matrices rouges, vertes et les bleus. Donc ça, c'est les chiffres que j'ai simplement en recopié. Si je mets un petit quadrillage, on voit bien que dans les zones correspondantes, on a les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que c'était les mêmes couleurs de départ. Pareil dans l'autre matrice et pareil pour l'autre. Bien sûr, du fait que l'on a décomposé, eh bien, il y a des trous et pour, eh bien, combler ces trous, on va appliquer une technique très simple pour commencer avec simplement la moyenne des 2 voisins, si on a 2 voisins, en horizontal comme ça ou en vertical comme ça, ou si on a 4 coins de connus, ben, la moyenne des 4 coins. Pour le vert, c'est encore plus simple puisqu'on a quasiment que cette formule-là, puisque toutes les cases ont 4 voisins, donc partout, sauf pour eh ben, les bords, où là, il y a uniquement 3 voisins. Voilà, on fait partout pareil, ok, et je vais recolorier avec la valeur trouvée, ben, à quoi ça correspond comme couleur, aussi bien dans les rouges, dans les verts et dans les bleus. J'enlève les numéros pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà, donc, eh bien, tout naturellement, là où il y avait du rouge au départ, on va retrouver ce rouge. Là où il y avait du bleu, on va retrouver le bleu. Là où il y avait du jaune, on va trouver du vert et du rouge, mais pas de bleu, etc., etc. Donc l'idée maintenant, c'est de recombiner ces 3 matrices pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va retrouver l'image de départ? Donc fusionnement. Donc je fusionne le rouge, le vert et le bleu et ça me donne ici un nouveau pixel. J'ai pris 3 cases pour le représenter, mais c'est bien un pixel comme avant, c'est-à-dire comme j'avais au départ, voilà, c'est-à-dire mes différentes zones comme ça là. Et donc bah, là, on retrouve une couleur, je la détaille, une couleur qui correspond bien à 202 de rouge, 32 de vert, 39 de bleu. Ok, si je prends n'importe laquelle autre, celle-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, bien sûr, les valeurs. Alors, c'était arrondi, là, 227,5, 228, 32, 14, pas du tout, non, 147, pardon. Donc, tout va bien. N'importe où. Là, le blanc, bah, c'est 255. Le noir, il a quasiment disparu. Il n'y a plus que là où c'est 0, 0, pas tout à fait 0. Bref, si j'enlève les numéros, ça nous donne quelque chose comme ça, à comparer bien sûr à l'image d'origine où on retrouve sur les grandes surfaces, eh bien, les valeurs d'origine, le bleu, le noir quasiment disparu, il était en petites cases, le blanc, il en reste plus beaucoup, et par contre sont apparues de nouvelles couleurs, bah, du fait de la composition qui n'était pas parfaite, on va dire, des rouges, des bleus, des jaunes de départ. Et donc, il y a des couleurs intermédiaires qui sont réapparues. On le voit, le blanc qui s'est transformé en couleur très très claire, mais c'est pas du blanc. Et ça a donné des flous là où il y avait eh bien, des couleurs différentes délimitées ici par un équivalent d'un trait. Donc voilà, ben, on a perdu de la précision au niveau du traitement de cette image.
En conclusion, voici un petit comparatif de différentes techniques avec les défauts engendrés. Avec le calcul bilinéaire, comme dans ma démo, on retrouve des flous et des nouvelles couleurs. Bon, je ne vais pas détailler toutes les techniques, mais retenons que dans tous les cas, il faut faire beaucoup de calculs. En reprenant la datasheet, on nous parle d'un DSP. De façon générale, un DSP, c'est un processeur spécialement optimisé pour faire du calcul. Eh bien, ça tombe bien, il nous faut faire beaucoup d'opérations pour traiter une image, comme lors de la conversion RAW vers RGB, ou d'autres calculs pour réduire les défauts, comme le ghosting, aussi appelé biture. Sinon, le DSP, il peut aussi nous permettre de régler la saturation des couleurs. Si je reprends une palette de couleurs, bien sûr, les composantes rouge, vert, bleu permettent de définir une couleur, mais on peut remarquer que sur ce graphe, l'axe vertical correspond à la saturation. Donc si on n'est pas saturé, on est gris et ensuite on prend de la couleur progressivement. On peut le mettre d'ailleurs dans le mode non pas RGB mais teinte, saturation, luminosité et je regarde ce qui se passe. Donc là, la saturation faible, 0, on remonte et on va vers la couleur justement. Donc ça, c'est cet axe. L'axe ici, c'est l'axe des teintes. Donc je peux me balader sur l'axe des teintes. C'est celui du haut. Et la luminosité, bien sûr, c'est celui-là. Donc, on peut travailler avec cette saturation ici, ce qui revient à travailler au niveau de ça, puisque là, je le rappelle, il n'y a que la saturation qui change quand je suis là. Et on voit que ça change les trois composantes, quel que soit là où on est. Autre truc que sait faire le DSP, c'est la correction gamma. C'est utile car l'œil humain ne distingue pas la luminosité de façon linéaire. D'ailleurs, on trouve aussi cette correction pour calibrer des écrans LCD. Mais faisons simple, voici ce que ça donne sur une image couleur. Avec une correction de 0,5, bon là, on est un peu trop sombre. Faut dire aussi que la photo a été prise à contre-jour. Mais avec une plus grande correction gamma, là, ça devient beaucoup mieux. Toujours sur la datasheet, on voit que le DSP, il sait faire aussi des opérations de réduction de bruit. Et le bruit, il n'est pas sonore, bien sûr. Le bruit sur une image, ce sont des pixels de couleurs aléatoires qui apparaissent un peu n'importe où. Exemple ici, ce que l'on voit, ce n'est pas de l'acné, c'est du bruit. Et le bruit, on l'enlève avec un filtre. C'est magique. Allez, retour à la datasheet et on voit que les images peuvent être codées de différentes façons. Et ça, c'est aussi lié au fait que l'on a un capteur couleur. Je reviens sur l'histoire des couleurs de tout à l'heure. Le RGB, je l'ai montré sur 3 octets. C'est ce que l'on appelle le RGB 888. Ça veut dire que l'on peut obtenir 2 puissance 24 couleurs différentes, soit plus de 16 millions. Mais est-ce que c'est bien nécessaire d'en avoir autant, sachant que l'œil normal ne peut en différencier que 16 fois moins? Et donc, il existe un code moins gourmand en espace mémoire, le RGB 565. 5 pour le rouge, 1 de plus pour le vert, normal, souvenez-vous, la sensibilité de l'œil humain. Et enfin, juste 5 bits pour le bleu. Au total, seulement 65 536 couleurs, mais c'est souvent bien suffisant pour les systèmes embarqués. Et l'avantage, c'est que ce codage utilise uniquement un short, donc un mot de 16 bits.
On résume, une image couleur codée en RGB, c'est la somme des trois composantes primaires, rouge, vert et bleu, mais il existe une autre façon de faire la décomposition, appelée YUV. Y, c'est pour la luminance, donc la lumière que perçoit l'œil. Les premiers postes télévision utilisaient uniquement cette luminance. Et oui, à l'époque, on était en noir et blanc. Plus la valeur de Y est grande, plus c'est blanc. Et à l'inverse, Y égale 0, c'est noir. On le voit bien sur cette mire décroissante du blanc vers le noir. Mais quelques dizaines d'années plus tard, la couleur est apparue. Et on a rajouté la chrominance à la luminance pour former le signal vidéo dit composite. L'avantage de cette technique, c'est que les récepteurs en noir et blanc pouvaient continuer de fonctionner et de reproduire en noir et blanc les quelques émissions couleurs diffusées à l'époque. Dans le détail, le Y, c'est une composition des R, G et B, avec un coefficient plus grand pour le vert, toujours à cause de la sensibilité de l'œil. Le V, c'est la chrominance rouge, et le U, c'est la chrominance bleue. En gros, ça donne cette palette avec l'axe des bleus et l'axe des rouges. Petite remarque pour les calculs, les coefficients de conversion peuvent être différents selon les normes utilisées. Et en sachant tout ça, on peut comprendre la logique des connecteurs vidéo. Le jaune, c'est pour le composite, tout en un seul connecteur. Et si on a trois connecteurs séparés, c'est pour YUV ou CBCR, c'est pareil. C'est trompeur car ils sont rouge, vert, bleu, mais ça ne veut pas dire RGB. On résume, une image, on la capte avec ces trois composantes RGB. On peut la convertir en YUV, puis la transmettre dans ce format, et enfin la reconvertir en RGB pour voir son contenu. Mais alors, pourquoi on ne transmet pas directement en RGB? Ça éviterait toutes ces conversions. Eh bien, parce que l'œil, il est beaucoup plus sensible à la luminance. Et donc, on peut réduire les chrominances U et V sans que ce soit visible. L'avantage, c'est que l'image a une taille réduite pour un même résultat. Concrètement, la matrice de luminance Y n'est pas modifiée. Par contre, pour U et V, on réalise un sous-échantillonnage qui se traduit par une réduction de définition pour les matrices de couleurs. On le voit ici, des petits carrés apparaissent maintenant après le traitement. Trois chiffres sont utilisés pour définir la réduction de résolution. Le premier, c'est 4 pour dire que sur 4 pixels de large, il y a 4 informations de luminance. Le deuxième, c'est 4 ou inférieur pour le nombre d'informations U et V pour 4 pixels sur les lignes impaires. Et le troisième, c'est 4 ou inférieur pour le nombre d'informations U et V pour 4 pixels sur les lignes paires. Visuellement, ça donne ça. Le 4, 4, 4, c'est l'image sans réduction. Avec le 4, 2, 2, on a la moitié moins de chrominance. Et pour le 4, 2, 0, on a carrément enlevé toutes les chrominances des lignes paires. Si on compare à l'image de départ, ça donne une réduction de moitié pour la taille de l'image numérique. En termes de rendu, si on zoome, on voit une différence, mais vu de loin, c'est quasiment imperceptible. Voilà donc pourquoi le format YUV est très utilisé, mais rappelons-le, la capture d'image se fait toujours en RGB. Allez, retour à la datasheet du capteur que l'on va utiliser. Et on comprend mieux maintenant à quoi correspondent les différents formats de sortie de l'image.
Allez, je reviens à une photo que j'avais déjà présentée qui montre qu'un capteur comporte de toutes petites lentilles qui focalisent la lumière sur des photodiodes qui, on le rappelle, ne captent que la lumière sans distinction de couleur. C'est pourquoi on place un filtre RGB, classiquement une matrice de Bayer, au-dessus des photodiodes. Alors, au niveau électronique, une photodiode, ça a la même caractéristique qu'une diode normale, passante dans le sens direct et bloquée en sens inverse. Mais cette courbe est uniquement valable dans le noir, car si la surface active de la photodiode reçoit des photons, donc de la lumière, la courbe va se décaler vers le bas. Et ça, d'autant plus qu'il y a de la lumière. Dans la zone du haut, lumière ou pas, ça ne change pas grand-chose. Au-dessous, la diode produit de l'énergie, elle est en mode photovoltaïque. Et à gauche, le mode qui nous intéresse, la diode contrôle le courant qui passe en fonction de la lumière, et ça, sans produire d'énergie. Alors pour comprendre, il faut se rappeler qu'une diode, c'est une jonction entre deux matériaux semi-conducteurs dopés différemment. Je l'avais déjà montré dans ma vidéo sur les diodes. La zone P, c'est là où on trouve des trous, donc la possibilité de placer des électrons. La zone N, c'est là où on trouve des électrons libres de mouvement. À la jonction entre P et N, la diffusion électron-trou crée une zone dite de charge d'espace dans laquelle apparaît un champ électrique E. Et cette zone est d'autant plus grande que la diode est soumise à une tension inverse élevée. Autre chose à signaler, c'est que si on éclaire la jonction, il va y avoir libération d'un électron libre qui, sous l'effet du champ électrique, va être repoussé vers la zone N. Et le trou va être comblé par un électron venant de la zone P. Et c'est donc ce mouvement de charge qui va engendrer le courant inverse dans la diode. Alors, dans la vraie vie, une photodiode, c'est bien sûr constitué des zones P et N. On dit même P+, et N+, car elles sont fortement dopées, contrairement à la zone centrale, très faiblement dopée, pour permettre à la zone de charge d'espace de bien s'étendre. Le contact au-dessus pour relier la broche externe côté P, avec au milieu une fenêtre, le contact N au-dessous, ensuite la polarisation externe qui arrive sur les contacts. Et lorsque l'on capte de la lumière qui passe par la fenêtre, ça va faire circuler le courant inverse. Alors bien sûr, la photodiode, c'est l'élément essentiel pour un pixel. Mais il n'y a pas que ça. On trouve aussi des transistors, 3 ou 4 suivant les technologies de pixels. Celui noté RST pour commander un reset qui permet de recharger la capacité équivalente aux bornes de la diode. Capacité qui va se décharger de façon contrôlée par la photodiode, donc une tension à l'image de la lumière. Ensuite, la capacité, ça peut être tout simplement la capacité de grille du transistor noté SF, qui va jouer un rôle d'amplificateur. Et la tension, proportionnelle à la lumière, pourra être ressortie si on active le transistor de sortie, appelé sélecteur de ligne. Alors, pourquoi ligne? Eh bien, parce que le pixel, il n'est pas tout seul, il est dans une matrice avec des filtres RGB au-dessus. Matrice dont on repère les éléments par ligne et par colonne. Donc, le schéma vu précédemment, on le retrouve autant de fois qu'il y a de pixels. Sur chaque pixel, on a deux commandes, le reset et la sélection. Ces commandes sont regroupées par ligne. Par exemple, le reset 1 fera un RAZ de tous les pixels de la ligne 1. De la même façon, un reset 2 fera un RAZ de tous les pixels de la ligne 2. Et bien sûr, le sélecteur de ligne
permet de ressortir la tension de tous les pixels de la ligne. Ensuite, on a tous les pixels d'une même colonne reliés ensemble et sélectionnables par un transistor. Et ça, c'est pareil pour toutes les colonnes. Une seule colonne peut être sélectionnée à la fois, car elles sont toutes renvoyées sur un fil commun en bas. Ensuite, il y a amplification et conversion analogique numérique. Et cette organisation, c'est celle que l'on retrouve sur notre capteur de vision pour le SP32CAM. On voit bien la matrice de pixels et l'amplification avec conversion analogique numérique sur 10 bits. Page suivante de la datasheet, on voit 1632 colonnes et 1232 lignes, bien que les 12 premières soient un peu spéciales. C'est précisé, matrissage de Bayer et amplification analogique réglable. Et on voit également que les pixels sont lus ligne par ligne avec un système d'intégration et obturation, comme je l'ai montré précédemment, avec la photodiode, la capacité et le reset. Donc une séquence du style reset sur la ligne 0. Ensuite, photodiode et capacité jouent leur rôle. La tension mesurée est mise à disposition sur chaque colonne. Et ensuite, chaque colonne est lue à tour de rôle. Donc ici, lecture du pixel en haut à gauche. Après 0, c'est 1. Donc maintenant, le pixel vert d'à côté sur la même ligne. Ensuite, colonne 2, donc un nouveau pixel bleu qui va être converti à son tour. Et ça, jusqu'à la dernière colonne, dans notre cas, le dernier pixel vert de la ligne. Et ensuite, c'est reparti pour une nouvelle ligne. Et tout ça, c'est ce que l'on retrouve sur la documentation de notre capteur OV2640. Lecture séquentielle des 1600 colonnes de la ligne 0, puis toute la ligne 1, puis toute la ligne 2, jusqu'à la 1200e, avec à chaque fois des valeurs sur 10 bits. Autre chronogramme fourni par le fabricant, il s'agit ici d'une résolution d'image bien inférieure, avec seulement 400 colonnes et 296 lignes. Au final, 4 fois moins de données dans la trame, donc 4 fois plus rapide. Mais alors, comment faire pour réduire la résolution? C'est tout simple, on ne lit pas tous les pixels. Exemple en SVGA, on n'en lit que 2 sur 4. Pour une image au format SIF, on en lit seulement 6 sur 24, ce qui réduit donc d'un quart la résolution. Bon, voilà, vous savez tout ou presque sur le matériel utilisé. À bientôt pour la suite. Je vous laisse deviner de quoi on va parler avec ce rébut.